À 31 ans, je pensais avoir une belle vie. Pas grandiose, pas éclatante, juste belle. Un appartement sans fuite, un travail qui payait à l'heure, des courses avec des étiquettes que je pouvais lire. Mais dans ma famille, être belle ne suffisait pas pour être remarquée. J'étais celle qui se souvenait des anniversaires, qui payait les frais médicaux quand l'assurance de maman tombait en panne, qui virait de l'argent à papa pour le gaz quand le chauffage était coupé en janvier. Pas une seule fois, on ne m'a dit merci. Parce que je n'étais pas la favorite. C'était Léo. Léo, qui voulait toujours bien faire. Léo, qui a abandonné la fac 2 fois. Léo, qui se disait artiste et vivait au sous-sol créant de la poésie visuelle, avec du matériel emprunté. J'étais le tableur Excel, lui l'histoire. Je m'appelle Camille Dubois, et j'ai été élevée pour porter ce que les autres laissaient tomber. J'ai commencé à travailler à 15 ans, caissière dans un petit magasin de quartier. Le gérant m'a demandé un jour si j'économisais pour une voiture. Je lui ai répondu que j'économisais pour les courses. À l'époque, papa a perdu son boulot et m'a dit que ce n'était pas mon problème. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé maman en larmes dans la cuisine, tenant une facture d'électricité en retard. Alors j'ai utilisé mon salaire. C'est devenu un rythme. Crise, Camille, silence, recommencer. Même adulte, je me disais que c'était normal, que c'était comme ça que les familles fonctionnaient. Jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai reçu un avis de la banque, adressé à Camille Dubois, emprunteuse principale. Je n'avais pas signé d'hypothèque. Je n'avais pas acheté de maison. Mais on me disait que j'en devais une. Et juste comme ça, tout ce que je pensais comprendre de l'amour du devoir et de la famille a commencé à se défaire. La lettre est arrivée sans avertissement. Juste une enveloppe plate avec mon nom tapé en majuscule. À l'intérieur, un relevé hypothécaire en retard tamponné en rouge. Dernier avis avant saisie. J'ai cru à une arnaque. Jusqu'à ce que je lise les petites lignes. Le prêt était réel. L'adresse était celle de mes parents. Et l'emprunteuse principale, c'était moi. Je me suis assise au bord de mon lit tenant le papier comme s'il allait s'enflammer. Mes doigts tremblaient. Pas à cause de la dette, à cause de la trahison. Je ne me souvenais pas d'avoir signé quoi que ce soit. Mais le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'était de réaliser à quel point il était facile de croire qu'il pourrait me faire ça. 1 heure plus tard, un message vocal de maman. Pas paniqué, pas désolé. Juste factuel, on allait t'en parler. C'est juste sur le papier ton nom. Tu sais qu'on ne laisserait jamais ça t'affecter. Cette phrase m'a frappé plus fort qu'aucune facture, juste sur le papier ton nom. Comme si j'étais juste un terrain exploitable. Pas une personne, pas une fille, juste une ligne de crédit. Puis Léo a écrit. Il m'a envoyé un lien vers une cagnotte en ligne « Sauvons notre maison ». Et si tu pouvais juste partager, maman dit que ça aiderait beaucoup pour la visibilité. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une demande de continuer à jouer mon rôle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond et une pensée tournait en boucle. S'ils ont utilisé mon nom sans demander combien d'autres choses ai-je donné sans m'en rendre compte. Le lendemain, j'ai fait ce que j'ai toujours fait rationaliser. Peut-être une erreur administrative. Peut-être qu'ils avaient besoin d'un co-emprunteur et ont oublié de demander dans la précipitation. Peut-être que maman ne savait pas que papa avait utilisé mon nom. Peut-être. Ce mot, peut-être, a pesé plus lourd dans ma vie que l'amour ne l'a jamais fait. J'ai ouvert mon ordinateur et me suis connectée au portail du prêt indiqué sur la lettre. Question de sécurité, toutes les réponses étaient les miennes. Ma date de naissance, mon premier animal. Le compte n'était pas à mon nom par hasard. J'ai appelé la banque, demandé des explications. La femme au bout du fil a dit « Vous êtes listée comme emprunteuse principale. Les autres sont secondaires et différés. Cela signifie que la responsabilité du crédit commence par vous. » Différé, comme mes rêves, comme ma vie. Elle a marqué une pause. « Vous ne vivez pas dans cette propriété, n'est-ce pas ?» J'ai ri. Un son sec fragile qui ne semblait pas m'appartenir. « Non, ai-je dit. Je suis celle qui est partie pour qu'il puisse garder le canapé. » J'ai raccroché. Ce soir-là, maman a rappelé. Son ton était doux maintenant, pas glacial, sucré, répété. « Ma chérie, tu sais qu'on ne te ferait jamais de mal. C'est juste que tu sais toujours gérer ces choses. Tu es la responsable. » Comme si la responsabilité était de l'amour. Comme si mon utilité prouvait que j'avais ma place. Je n'ai pas discuté. Je suis restée là à écouter.
La culpabilité douce, la manipulation maternelle, le rappel que je n'avais de valeur que quand je donnais quelque chose. Et quand l'appel s'est terminé, j'ai fixé l'écran noir et murmuré à personne. Peut-être que ce n'est pas un malentendu. Peut-être que c'est qui ils ont toujours été. Quand maman, je n'avais pas touché la courte pointe depuis des années. Elle reposait pliée dans le coffre en cèdre au pied de mon lit, la seule chose que j'ai gardée après le départ de mamie Louise. Des carrés cousus main rouge fanée et bleu pâle tissés par des doigts qui serraient les souvenirs plus forts que la plupart ne m'ont jamais serrés. Ce soir-là, après le 3e appel de maman, je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai ouvert le coffre. L'odeur du vieux coton et de la lavande m'a frappé comme un voyage dans le temps. J'ai soulevé la courte pointe et quelque chose a glissé dessous. Une lettre, jaunie au coin, adressée de l'écriture cursive de mamie. À moi. Chère Camille, si tu lis ceci, tu as probablement donné plus que tu n'aurais dû. C'est ainsi qu'ils t'ont élevé. Pas pour être vu, mais pour réparer en silence. Mais ma chérie, le monde ne change pas juste parce que tu le portes mieux. Parfois, il faut le poser. Le laisser tomber. Laisser les autres voir ce que ça fait sans toi pour le tenir. Je l'ai lu 2 fois, puis encore. Ces mots n'étaient pas amers, juste fatigués, comme si elle avait vécu ce cycle elle-même. Et peut-être l'avait-elle fait. Peut-être que c'est pour ça qu'elle ne demandait jamais grand-chose. Elle a juste laissé une note, pliée sous un tissu destiné à me tenir chaud quand la maison devenait froide. Je suis restée là au bord du lit, la courte pointe sur les genoux, la lettre en main. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un me voyait vraiment. Pas comme une ressource, pas comme un recours, juste moi. Peut-être que l'amour n'est pas toujours bruyant. Peut-être qu'il te dit de partir, pas de rester. Je ne leur ai pas dit que je venais. Pas d'annonce dramatique, pas de coup de semonce. Juste un trajet silencieux jusqu'à la maison que j'appelais autrefois chez moi. Un endroit où ma présence se ressentait plus dans les factures d'électricité que dans les câlins. La cour avant n'avait pas changé. Le flamant rose en plastique penchait toujours. La lumière du porche vacillait comme toujours, fatiguée, vieille, mais refusant de s'éteindre. J'avais un dossier dans mon sac. Étiqueté, codé par couleur, des impressions de tous les virements que j'avais faits. Date, montant, numéro de confirmation. Personne ne m'a accueilli à la porte. À l'intérieur, maman était dans la cuisine remuant quelque chose dans une casserole. Elle a levé les yeux surprise, mais pas choquée. « Camille, tu aurais dû appeler. » Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assise à la table de la salle à manger. J'ai sorti le dossier. Étendu les papiers à plat comme une dernière main dans un jeu perdu. Voici tous les paiements. L'argent que vous disiez aller à l'hypothèque. Voici ce que dit la banque. Ça n'a pas été payé depuis des mois. Papa est entré depuis le couloir se tenant le bas du dos comme toujours. De la même façon qu'après avoir crié comme si sa colère lui tirait les muscles. « Pourquoi fouilles-tu comme ça ?» a-t-il demandé. « Tu sais qu'on ne cherche pas à te faire du mal. » Je les ai regardés tous les deux, et pour une fois je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas supplié qu'on me croie. Ce n'est pas une question de mal, c'est une question d'honnêteté et de ce qui se passe quand elle s'épuise. Peut-être que le silence était la seule chose qui maintenait l'illusion. Ils n'ont pas dit grand-chose après ça. Pas de cris, pas de larmes. Juste le cliquetis d'une cuillère en bois lâchée dans l'évier et le bourdonnement de quelque chose qui débordait. Papa s'est assis en face de moi comme s'il voulait argumenter, mais sans trouver les mots. Et maman, elle remuait l'air comme si elle essayait de défaire quelque chose déjà fait. On ne pensait pas que ça irait si loin, a-t-elle fini par dire. On essayait de garder la famille unie. J'ai dû me retenir pour ne pas rire. Garder la famille unie en mentant à la seule personne qui maintenait la lumière allumée. Je n'ai rien dit, pas parce que je n'avais pas de pensée, mais parce que pour la première fois mon silence semblait plus fort que leurs excuses. Je me suis levée, j'ai ramassé le dossier. Les ranger dans mon sac. Leurs yeux me suivaient pas avec culpabilité, mais avec confusion, comme s'ils ne comprenaient toujours pas pourquoi je m'éloignais de l'arrangement qu'ils avaient construit sur mon dos. Léo est apparu dans le couloir écouteur autour du couilleux mi-clos. « Tu exagères », a-t-il marmonné. « C'est pas comme si on avait utilisé l'argent pour des vacances. » Je me suis tournée vers lui, sans colère, juste épuisée. « C'est vrai, vous l'avez utilisé pour votre confort. Le vôtre. » Il a ricané. Maman a chuchoté. « Tu es froide, Camille. » J'ai marqué une pause à la porte. Le froid, c'est ce qui arrive quand le feu brûle trop longtemps et que personne ne vérifie si vous allez bien.
Peut-être que partir n'était pas la trahison. Peut-être que rester silencieuse l'était. Je ne suis pas retournée au travail le lendemain matin. Je suis restée chez moi enveloppée dans la courte pointe que mamie Louise m'avait laissée. La lettre toujours glissée sous le bord. Mes mains étaient froides, mais mon esprit plus affûté que jamais. J'ai rassemblé les documents à nouveau, cette fois avec intention. Relevé bancaire, fiche de paye, capture d'écran. Une transcription imprimée de l'appel avec l'agent de prêt. Chaque virement que j'avais fait. Chaque promesse qu'ils avaient rompue. Je les ai rangés proprement dans une enveloppe et j'ai écrit 2 noms sur le devant, Alain et Monique Dubois. Pas maman, pas papa. Juste les noms de 2 adultes qui avaient fait un choix. Je n'ai pas appelé, pas prévenu. J'ai envoyé l'enveloppe par courrier recommandé, signature requise. Parce que cette fois, ils devraient reconnaître ce que je leur avais donné, par écrit. Puis je me suis connectée à mes comptes. J'ai supprimé tous les paiements automatiques. Déconnecté toutes les liaisons. Pour la première fois depuis mes 16 ans, j'ai repris ma vie financière. Je n'ai pas pleuré. Pas parce que je n'étais pas blessée, mais parce que le chagrin s'était transformé en clarté. Plus tard ce soir-là, un texto de Léo. Merci pour le drame. Maintenant, on coule tous. J'ai fixé le message. Pas d'excuses. Pas de responsabilité. Juste du reproche enveloppé de sarcasme. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert un nouveau tableur, intitulé « Ce que je garde ». Et sur la première ligne, j'ai tapé un mot « paix ». Peut-être que la vengeance n'est pas toujours bruyante. Peut-être que c'est le silence après n'avoir rien dit et tout fait. Je n'étais pas invitée. Évidemment. C'est Léo qui en a parlé en premier, un « dîner d'adieu » avant que la maison ne soit saisie. Maman avait même commandé un gâteau. Merci pour les souvenirs. La légende ressemblait à une oraison funèbre pour une maison. Mais pas une ligne ne mentionnait celle qui l'avait maintenue debout toutes ces années. Je ne suis pas allée là-bas pour les humilier. J'y suis allée parce que j'avais besoin de les regarder dans les yeux une dernière fois. Je suis entrée alors que papa allumait les bougies sur la table. Tout le monde s'est tourné, les fourchettes se sont arrêtées. Le sourire de maman a vacillé. Léo a cligné des yeux. « Camille », a dit maman lentement. « C'est inattendu. » J'ai levé un dossier Kraft, pas brandi passe théâtrale, juste posé sur la table à côté de la purée. La banque a soldé le prêt ce matin. L'hypothèque est réglée. La maison ne sera pas saisie. Mais je ne paierai plus rien d'autre. Silence. Puis papa s'est raclé la gorge. « On ne t'a pas demandé de faire ça. Vous n'aviez pas besoin, ai-je dit. Vous l'attendiez, c'est tout. » Léo a ricané sous son souffle. « Pourquoi maintenant pour nous faire culpabiliser ?» J'ai secoué la tête. « Non, juste pour rendre ça officiel. Que cette maison n'a jamais été sauvée par l'amour. Seulement par quelqu'un que vous avez oublié d'aimer en retour. » Je me suis tournée et je suis sortie. Personne ne m'a suivi. Personne n'a dit merci. Personne ne m'a arrêtée. Et je n'ai pas claqué la porte. Peut-être que la clôture n'est pas une scène. Peut-être que c'est le son de tes propres pas, s'éloignant sans regret. Le lendemain matin, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je ne me suis pas demandé ce qu'il disait. Je n'ai pas répété des réponses ou imaginé une clôture. Parce que la clôture s'était déjà produite, quand personne ne s'est levé de cette table de dîner. Je suis restée dans mon appartement avec une tasse de thé noir laissant la chaleur se nicher entre mes paumes. Le silence semblait plus lourd que d'habitude, mais pas cruel. Comme une pièce enfin vidée d'attente. Plus tard dans l'après-midi, un texto est arrivé. De Léo. « Et maintenant, tu disparais, c'est tout. » Je n'ai pas répondu. Un message vocal est arrivé 1 heure plus tard. La voix de maman. Tendue. Ni tout à fait en colère, ni tout à fait triste. Juste creuse. On faisait de notre mieux. Tu aurais pu mieux gérer ça. On est une famille. Et les familles n'abandonnent pas les leurs. J'ai presque souri. Ils n'avaient pas remarqué. Ils m'avaient abandonné il y a des années. Ils appelaient ça de l'amour parce que je continuais à me présenter. Ce soir-là, j'ai ouvert mon vieux registre d'épargne. Celui que j'utilisais avant que tout ne se brouille. Le solde était bas, mais il était à moi. Le silence dans la pièce n'était pas de la solitude. C'était de l'honnêteté. Pour une fois, il n'y avait pas de dette d'autrui cachée dans mon frigo. Pas de renouvellement d'ordonnance dans ma boîte mail. Juste moi. Et le calme. Peut-être que la chose la plus bruyante que j'ai faite a été de partir sans élever la voix. Je n'ai pas acheté de nouveaux meubles. Je n'ai pas fêté. Je suis juste rentrée chez moi. Mon vrai chez moi.
Un petit appartement au 3e étage sans ascenseur avec une porte qui coince si on ne la tire pas juste comme il faut, mais il était à moi. Chaque coin, chaque carreau ébréché, chaque planche qui craque m'appartenait. Le frigo ne contenait pas les compléments alimentaires de quelqu'un d'autre. Le couloir ne résonnait pas du tout sautement d'un autre. Et quand je me couchais, je n'attendais pas un appel tardif demandant de l'aide. Je me reposais. Pas en récupération, pas en me préparant, juste en me reposant. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé que c'était la première fois en 10 ans que je ne me sentais pas en retard sur quelque chose. J'ai préparé un porridge, arrosé les 2 plantes que j'ai réussi à garder en vie. Assise près de la fenêtre, j'ai regardé la lumière changer de couleur sur le sol. Pas de crise, pas de liste, pas de culpabilité, et le silence. Il ne faisait plus mal, il semblait mérité. Il y a une douleur qui vient d'être nécessaire pour toutes les mauvaises raisons. Mais il y a aussi une paix qui arrive quand on arrête de se porter volontaire pour porter ce que personne d'autre ne veut soulever. Léo n'a plus écrit. Maman n'a pas appelé. Papa n'a pas envoyé un autre rappel enveloppé de culpabilité. Peut-être espérait-il que je me sente seule. Peut-être pensait-il que le bruit me manquerait. Mais non. Ce qui me manquait, c'était d'être vue. Et maintenant, je l'avais. Même si la seule personne à me voir, c'était moi. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'une maison pleine pour se sentir comblé. Peut-être qu'une pièce vide avec votre nom sur le bail suffit. Le courrier est arrivé un jeudi. Rien de dramatique. Juste une enveloppe marron avec mon nom tapé proprement sur le devant. À l'intérieur, la confirmation finale de la banque. Mon nom avait été retiré de la maison. Plus de responsabilité, plus de dettes cachées, plus de faux semblants. J'ai fixé la lettre longtemps. Pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que c'était la première preuve officielle que je m'étais enfin détachée d'une histoire qui ne m'avait jamais pleinement revendiquée. Il disait que j'étais temporaire, que j'étais juste l'entre-deux, le bouche-trou, la fiable jusqu'à ce que Léo se reprenne, jusqu'à ce que papa décroche un autre contrat, jusqu'à ce que maman reprenne son souffle. Mais temporaire ne maintient pas une maison debout pendant 8 ans. Temporaire ne saute pas de repas pour que l'électricité reste allumée. Temporaire ne se souvient pas des anniversaires, ne renouvelle pas les ordonnances, ne reste pas dans les salles d'attente jusqu'à ce que tout le monde soit rentré. Il m'appelait à la forte, mais seulement quand ça les arrangeait, quand je portais, quand je payais, quand je me taisais. Maintenant, je n'étais pas temporaire, j'étais permanente, dans mon propre espace, sous mon propre nom. Ce soir-là, en passant devant le miroir, j'ai vu quelque chose dans mon reflet que je n'avais pas vu depuis des années. De la stabilité. Pas de la fierté, pas du triomphe, juste de la stabilité, celle qui vient quand on arrête de négocier sa valeur. Je pensais que la force s'était prouvé que j'avais ma place. Mais maintenant je sais. La vraie force, c'est partir quand on n'est plus respecté, même s'ils appellent ça une trahison. Peut-être que je n'ai jamais été le bouche-trou. Peut-être que j'étais le fondement, et qu'ils n'ont jamais pris la peine de le voir. 3 mois plus tard, j'ai croisé Madame Fournier, notre ancienne voisine. Elle promenait son chien près de la bibliothèque quand elle m'a vue assise sur un banc. On a parlé un moment. Du temps. De son jardin. De tout sauf d'eux. Puis elle a marqué une pause et a dit « Ta mère a dit à tout le monde que tu étais partie par rancune, que tu leur avais tourné le dos quand ils avaient le plus besoin de toi. » Je n'ai pas tressailli, j'ai juste hoché la tête. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de corriger l'histoire. Qu'ils gardent leur version, qu'ils la conservent. Parce que la vérité n'était plus quelque chose que j'avais besoin de crier. Je la vivais déjà. J'ai dit au revoir à Mme Fournier et je suis rentrée chez moi. Pas dans un manoir, pas dans une vie grandiose. Juste un endroit calme, avec mon nom sur le bail et sans les exigences d'autrui sur les murs. La boîte aux lettres n'avait pas de menace. Le téléphone ne vibrait pas à minuit. J'ai préparé un dîner pour une personne. Arrosé mes plantes. Lu un livre sans vérifier l'heure. Et quand j'ai éteint la lumière ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas douté. J'ai juste respiré. Il y a une sorte de paix qui ne vient que quand on arrête d'attendre des excuses. Quand on réalise qu'on n'a pas besoin qu'ils nous voient tant qu'on se voit soi-même. Et s'ils racontent un jour l'histoire de mon départ, j'espère qu'ils se souviendront de ceci. Je ne suis pas partie par colère. Je suis partie dans la vérité. Parce que peut-être que l'adieu le plus silencieux est aussi le plus honnête.